Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. On est plutôt bien installés sur ce plateau, mais mes invités sont bien là. Voici tout de suite le sommaire de ce 12e numéro. L'université va-t-elle devenir payante? Une question qui intervient à la suite d'une annonce d'Emmanuel Macron sur une potentielle réforme de l'université. Réaction et échange avec Myriam Pougetou, vice-présidente de l'UNEF, en tout début d'émission. Ils se sont engagés pour porter la voix de la jeunesse du Grand Est. Les 72 conseillers régionaux jeunes âgés de 15 à 29 ans recherchent leur successeur. Avec Camélia Kaoudi et Alexis Schmitt, nous ferons le bilan de leur mandat. On vous présentera aussi la collection Molise, des coussins enveloppants qui ont pour unique objectif d'apaiser la douleur. Quand le design et le soin se rencontrent, les deux ne forment plus qu'un. Ophélie Benito, la fondatrice de la marque, est en plateau avec nous. Puis en fin d'émission, Alex Roussillot, originaire de Metz, à l'amour prononcé pour la pop américaine et anglo-saxonne, viendra nous présenter les projets qu'il attend musicalement pour 2022. Il est venu accompagné bien sûr de sa guitare électroacoustique car il nous réserve un live en fin d'émission. Voilà pour le programme, installez-vous confortablement, 100% jeunesse, c'est parti, let's go. Et on débute tout de suite avec cette émission, avec cette question. L'université va-t-elle devenir payante? Lors d'un congrès, Emmanuel Macron a annoncé une potentielle réforme des universités qu'il veut plus professionnalisantes. Le chef de l'État estime aussi que les études supérieures sans aucun prix est un système instable. Alors comment accueille-t-on cette annonce du côté des étudiants? Nous leur avons posé la question, écoutez. Je pense que cela va contre le modèle de méritocratie et d'accès à la formation pour tous, qui était à la base basé sur un modèle d'accès gratuit. Certes, ça va créer une inégalité, mais je pense que ça permet de ne pas assister toute une population de jeunes qui en bénéficient, on va dire, par défaut. Les gens qui auront plus de moyens pourront plus facilement y accéder, tandis que ceux qui sont plus dans le besoin n'auront plus accès aux études supérieures et ça risque de creuser des inégalités qui sont déjà existantes en France. Les étudiants sont là pour travailler et il faut que l'école puisse bénéficier à tous. Elle est gratuite, laïque et obligatoire. Et aujourd'hui, pouvoir s'inscrire à l'université et bénéficier d'une formation de qualité, c'est un droit fondamental. Et on va poursuivre justement le débat avec Myriam Pougetou, vice-présidente de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Bonjour et merci d'être avec nous. Comment, du côté des syndicats étudiants, on accueille justement cette annonce du chef de l'État ? Alors concrètement, très mal. On le prend très mal. On le prend même pour une attaque en fait visée vis-à-vis des étudiants. J'entendais un peu les réactions du micro-trottoir et effectivement la phrase d'Emmanuel Macron veut dire une chose, ça sous-entendrait que l'université actuellement n'a pas de prix alors que c'est pas le cas. Payer son loyer, il y a un étudiant sur deux qui travaille en parallèle de ses études. L'université a déjà un prix et de ce qu'on comprend, il veut l'augmenter encore plus. Craignez-vous finalement que cette réforme renforce les inégalités avec les étudiants ? Oui, c'est une des grosses craintes, c'est que d'une part, nous on est pour l'accessibilité de toutes et tous à l'enseignement supérieur, à l'éducation de manière générale, et ça passe aussi par faire en sorte que tout le monde puisse étudier dans les meilleures conditions, donc à la fois réussir, mais aussi pouvoir y accéder et augmenter les frais d'inscription, ça voudrait dire instaurer une barrière financière importante qui mettrait de côté toute une partie de la jeunesse qui, elle, aurait voulu aller sur les bancs de l'université. Donc, de fait, c'est reproduire les inégalités sociales qui existent tout simplement déjà dans la société. Est-ce que vous comprenez que certains étudiants disent que cette réforme va permettre aux étudiants de ne pas profiter du système? On l'a entendu justement dans le micro-trottoir, pour celles et ceux finalement qui viennent à l'université seulement pour le statut étudiant. Alors ça c'est un peu un mythe. Quand on regarde la précarité étudiante, et ça l'a aussi montré pendant la crise sanitaire, c'est que avant beaucoup jouaient sur ce tableau-là en disant que certains étudiants venaient uniquement à l'université pour toucher les bourses. Mais quand on sait que l'échelon maximum de bourse n'est même pas au niveau du RSA à l'heure actuelle, concrètement, on ne vit pas avec 500 € par mois. Donc même un étudiant qui touche l'échelon le plus haut ne peut pas vivre dans des bonnes conditions. Donc ce n'est pas vrai que les étudiants viendraient juste pour toucher la bourse d'une part. Et d'autre part, je pense que c'est dédouaner l'État de ses responsabilités, c'est-à-dire d'une part le fait que l'éducation doit être accessible à toutes et tous, et d'autre part dans des bonnes conditions. Et ça veut dire dans des bonnes conditions aussi de vie et d'études. Donc
toute la question de la mobilité, donc l'accès au transport, l'accès au logement, que les étudiants puissent avoir des logements sociaux, la rénovation aussi de cités universitaires. Ce genre de choses sont importantes et sont à prendre en compte. Et c'est pas les étudiants qui ont la main là-dessus, mais bel et bien l'État. Et c'est pour ça qu'on demande notamment un investissement et un réinvestissement dans l'enseignement supérieur d'une part, mais aussi dans le réseau des œuvres d'autre part. Alors justement, une journée de mobilisation est prévue le 27 janvier et le 3 février. Vous revendiquez la mise en place d'un plan d'urgence à destination des étudiants. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement ? Concrètement, on attend un plan d'urgence. Pourquoi ? Parce que la crise sanitaire est encore en cours, mais va un peu vers la fin. Par contre, les étudiants sont un peu les oubliés des mesures qui ont été prises pendant cette crise. On n'a pas eu de réforme des bourses. Donc en fait, nous, quand on demande plan d'urgence, c'est notamment avoir des discussions et une réforme structurelle du système de bourse, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas suffisant. Avoir une revalorisation des APL, par exemple. Avoir des masques, des gels hydroalcooliques gratuits. Faut savoir qu'aujourd'hui, le masque est obligatoire partout, notamment dans l'enseignement supérieur. C'est distribué au personnel gratuitement parce que c'est dans le code du travail. Par contre, pour les étudiants qui viennent en partiel ou qui viennent étudier, on n'a pas de masque gratuit. On en a un au début de l'année dans les facs qui ont un peu l'argent de pouvoir les distribuer, mais sinon, c'est pas le cas. Donc, un paquet de masques par étudiant, ça n'est pas trop demandé. Et pourtant, même ça, concrètement, aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, c'est aussi des mesures comme celle-ci, d'étapes qu'on demande, d'une part. Et d'autre part, effectivement, on demande des réformes plus structurelles sur le long terme. Comme nous, ce qu'on revendique, c'est l'allocation d'autonomie, donc un revenu pour tout le monde, notamment. Une allocation en fait qui permettrait à tout le monde d'étudier dans de bonnes conditions et qui permette d'avoir un filet de sécurité sociale pour que les jeunes ne se retrouvent pas en situation de grande précarité. Merci beaucoup Mariam Pougetou, vice-présidente de l'UNIF, d'avoir accepté justement notre invitation et on l'a bien compris, vous serez justement mobilisés dans la rue le 27 janvier et le 3 février pour défendre les droits des étudiants. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Eux aussi représentent la voix de la jeunesse, mais sur le territoire de la région Grand Est. Ils sont 72 jeunes âgés de 15 à 29 ans à endosser pour un mandat de 2 ans la casquette de conseillers régionaux jeunes de la région Grand Est. Camélia et Alexis, et vous avez justement souhaité vous engager auprès de la région, auprès justement des jeunes. Pour quelles raisons justement vous êtes vous engagés, Camélia ? Je me suis engagée parce que de base je connaissais pas du tout le concept. Puis je voulais m'ouvrir sur d'autres horizons pour voir en fait ce que c'était et ça m'a beaucoup plu. Découvrir voilà, les instances de la région. Alors, il n'est pas question de politique dans ce mandat de conseiller régional jeune. En revanche, vous avez des objectifs et des missions qui sont bien définis. Ce sont lesquels, ces missions et ces engagements que vous portez ? Avant tout, je dirais remonter la voix de la jeunesse en premier lieu, auprès de nos élus. Ensuite, on monte plusieurs projets aussi qui sont à destination des jeunes de la région Grand Est. Et puis, on a aussi un dispositif expérience de jeunesse et c'est nous qui définissons les montants qui peuvent être donnés aux jeunes qui en font la demande. Alors justement, quels sont les projets ? Alors, on sait que le mandat était un petit peu perturbé avec la crise sanitaire qu'on traverse actuellement, mais quels sont un peu les projets que vous avez pu mettre en place durant ces 2 ans ? Est-ce que vous avez peut-être un projet à nous présenter, Camélia ? Par exemple, on a pu mettre en place le dialogue interreligieux. Il y a également un autre projet pour aider justement les jeunes, Alexis ? Oui, le kit Installe-toi, en fait, qui a été créé. En fait, c'est un magazine à destination des étudiants qui s'installent pour la première fois dans les études supérieures et dans leur premier logement. Donc, il a été distribué cette année à 2600 jeunes sur les campus de Metz, Troyes et Colmar. Et il y a dans ce magazine plein de recettes éco-responsables et aussi un bon de réduction de 25 € dans les ressourceries partenaires. Et on pourra retrouver toutes les informations et pouvoir participer également à ce projet sur jeunest.fr. Alors, je le disais, vous êtes des jeunes de 15 à 29 ans. Camélia, tu as 18 ans. Alexis, tu en as 21. Vous venez de tout horizon. Certains sont lycéens, étudiants, apprentis en recherche d'emploi. Certains sont même actifs justement dans la vie. C'est important finalement cette diversité pour aller de l'avant, pour mettre en place des projets. Racontez-nous comment que ça se passe un petit peu ces échanges avec ces 72 conseillers justement. On se réunit une fois tous les mois et on a des échanges sur diverses thématiques. On a pu échanger aussi avec tous les membres du conseil régional des jeunes du Grand Est.
On a pu s'apporter des informations qu'on ne connaissait pas forcément. Et on a plein de... En fait, on se transmet les informations entre nous. Vous faites remonter finalement C'est ça. les informations du territoire à la hauteur de la région. Alors, vous êtes sur ce plateau pour faire le bilan de la candidature, nous raconter justement ce que vous avez pu mettre en place, mais vous êtes également venu pour nous raconter votre expérience. On imagine qu'à 18 ans, à 21 ans, vivre une expérience comme celle-ci, c'est incroyable, non? C'est une expérience de vie. C'est une expérience incroyable en fait, parce qu'on a rencontré des jeunes qui viennent de partout, de toute la région Grand Est, que ce soit de Champagne-Ardenne, de Lorraine, d'Alsace, des gens de milieux et d'horizons complètement différents, et c'est vraiment une expérience très enrichissante. Si vous aviez un message, vous auriez, parce que vous allez être à deux à nous le donner, un message à transmettre justement aux téléspectateurs, aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent, pour leur donner envie, eux aussi, de s'engager comme vous, ça serait lequel ce message? Déjà, quand on s'engage, c'est avant tout pour les autres, mais c'est aussi pour soi. Franchement, on se construit vraiment sur l'engagement, et je pense que c'est aujourd'hui, avec la pandémie mondiale qui nous touche, c'est vraiment quelque chose de très important qui est vraiment d'actualité. Tu vas continuer à t'engager dans la vie, Camélia? Oui, je vais continuer à m'engager. Dans une association? Dans une association ou autre, tout ce que je peux m'engager, je m'engagerai. Et bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci infiniment d'être venu sur Merci notre plateau. On le rappelle, si vous avez envie justement de vous investir dans des actions concrètes et de réflexion sur la citoyenneté, de l'engagement politique, ne tardez plus. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour déposer votre candidature. Il faut avoir entre 15 et 29 ans et forcément résider en région Grand Est. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur jeuneste.fr. Merci beaucoup encore Camélia et Alexis d'être venus avec nous sur ce plateau. Alors on le sait tous et on peut sans doute le confirmer, l'alimentation des étudiants n'est souvent pas très équilibrée. À la précarité s'ajoutent également les habitudes alimentaires peu variées. C'est pour ces raisons que Tim et Bastien, tous les deux étudiants, ont profité d'une année de césure pour monter leur projet. Alors 2 étudiants ont profité d'une année de césure justement pour monter leur projet. Objectif, proposer aux étudiants lorrains des menus végétariens pour seulement 3 € à bord de leur food truck. Alors depuis septembre, les 2 amis sillonnent les campus de Lorraine cette semaine, et pour 3 semaines, ils font étape au Technopole de Metz. C'est le moment donc pour aller déguster des poireaux grillés et tagliatelles sauce à la noix et citron, et pour les plus gourmands comme moi, une bonne tartiflette. Et sur ce, bon appétit. Parlons à présent de la collection d'Ophélie, la collection Mollis. Tu es designer, mais tu n'es pas axé dans le luxe ou la mode. Tu imagines et crées des objets de confort pour notre santé. Tu es venu accompagné d'objets, on a pu le voir en début d'émission, j'étais plutôt bien installé. On va d'ailleurs aller se remettre dedans dans très peu de temps. Alors, une première question quand même, pourquoi s'être orienté vers le soin ? Alors, durant mes études de design, j'ai pu développer une pratique qui m'a permis de m'adapter vraiment aux futurs usagers des solutions qu'on développait. Et puis vraiment, lors d'un atelier sur la question du soin, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment me rendre utile à la société et pouvoir transmettre également mes engagements environnementaux, sociaux, en travaillant au service du secteur de la santé. Donc il s'agit donc de coussins qui vont avoir finalement des bienfaits pour les personnes avec une déficience sensorielle, mais pour tout autre handicap. Complètement. Alors au tout départ, ce projet est né vraiment de recherche avec des professionnels de santé dans des lieux de vie du secteur médico-social, avec des psychomotriciens, des kinésithérapeutes, des éducateurs. Et puis au fur et à mesure du développement des projets, on s'est rendu compte que ces objets qui pouvaient être donc déjà non stigmatisants, mais aider des personnes porteuses de handicap ou de troubles sensoriels, pouvaient également venir en aide à monsieur et madame tout le monde qui peut avoir besoin de bien-être chez lui au quotidien, qui peut avoir des problèmes de positionnement, des douleurs. Et donc voilà, depuis, je me développe de cette manière en essayant d'apporter du soin localement aux Français. C'est le fait de s'envelopper qui va apporter finalement un sentiment de sécurité, qui va apaiser justement les douleurs ? Complètement. Alors on ne peut pas dire qu'un objet est apaisant pour tout le monde, puisqu'on a tous un système sensoriel qui est totalement différent. Mais par contre, le fait de proposer des objets de support qui vont permettre une posture stable, le fait de pouvoir proposer des objets qui vont accompagner la posture, puis d'avoir des choses qui vont être enveloppantes, ça va avoir vraiment un effet apaisant. Donc je travaille à la fois avec la question de l'environnement,
l'enveloppement mais de la compression également. Donc une de mes grosses références c'est Temple Grandin qui est une américaine porteuse d'autistes de type Asperger qui a créé une machine qui permet d'être compressée et donc on s'est rendu compte qu'avoir légèrement du poids sur soi permet vraiment d'apaiser. Donc dans tous ces objets, il y en a certains qui peuvent être lestés avec des lestes amovibles pour apporter ce sentiment de réconfort. Alors les coussins sont multi-usages, alors on peut les utiliser si on a justement des douleurs, mais nous en plateau, moi, toi, on va pouvoir justement les utiliser. Moi je te propose qu'on aille voir dans le concret qu'est-ce que ça donne. Alors on y va, parce qu'on a ramené les coussins, les matelas sur ce plateau. Alors explique-nous, parce que j'étais bien installé quand même pour le sommaire, il faut le dire. Je me remets dans la même position, comment que ça se passe un petit peu? Totalement, alors avec plaisir, on va tester ça. Alors j'ai amené les 2 objets les plus emblématiques. Alors si c'est confortable, je finis l'émission comme ça. Ouais, avec plaisir. J'ai amené les objets les plus gros. Alors je vais te proposer une position, donc une position avec le coussin arrière qui permet de se poser en général la tête, un autre sur le corps qui va permettre d'être vraiment enveloppé et un autre qui est souvent mis sous les genoux. Voilà. Qui est souvent mis sous les genoux, qui permet vraiment, la combinaison de ces 2 coussins qui sont assez grands, du matelas puis du coussin, permettent vraiment d'avoir ce sentiment d'être installé confortablement, donc ça apporte une certaine sécurité, avec une certaine mollesse des matériaux, mais sans que ce soit anxiogène, et en plus avec un coussin qui va venir t'envelopper et qui peut avoir des bras totalement mobiles, donc qui peut s'adapter à toutes les postures. Et donc dans ces bras, on peut également ajouter, je ne les ai pas amenés aujourd'hui, mais on peut également ajouter des lestes qui vont apporter du poids. Et donc ce poids, sur des points de pression en particulier, ces poids vont pouvoir venir nous permettre de se recentrer sur nous-mêmes, de nous calmer. Et donc c'est un besoin qui va être très présent chez des personnes porteuses de handicap, mais qui va également fonctionner chez monsieur et madame tout le monde. Alors je vais me relever avant que je m'endorme, parce que j'aurais pu te laisser finir l'émission. Ophélie, pour même des personnes qui ont des problèmes lombaires, c'est possible, non? Oui, c'est tout à fait possible. Ça va pouvoir être très bénéfique. Complètement. Et ce qui fait que ces objets fonctionnent, donc c'est la question de l'enveloppement, mais c'est aussi et surtout les matériaux, puisque je travaille avec de la laine locale, donc 100% fabriquée par des moutons, mais récupérée localement. Et voilà, tous les matériaux sont naturels et toute la fabrication est en circuit court. C'est aussi ce qui me différencie de tous les dispositifs actuels. Eh ben, merci infiniment d'être venu nous présenter la collection Molis. Alors, si on a des solutions, c'est grâce justement à ces designers comme Ophélie qui se sont penchés justement sur la question du soin. Alors, si vous avez envie de prendre contact avec elle pour accueillir chez vous la collection Molis, c'est très très confortable, je vous la recommande. Eh ben, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de cet écran. Merci encore Ophélie d'être venue nous présenter ta collection. On souhaite bon courage et on espère voir ces coussins dans tous les espaces publics parce que c'est très très confortable. Alexis, tu as déjà composé, tu as déjà écrit dans ce genre de situation, assis, couché, non, mais je pense que je vais enveloppé. On va tester à la fin de l'émission. Alors plus sérieusement, on va parler de la musique, de cette passion justement pour la musique. Ouais. Tu t'en rappelles des débuts, du moment que tu as commencé à chanter? C'était dans la chorale de ton lycée, de ton collège? Je chante depuis tout petit. J'ai beaucoup écouté ma maman chanter. Et puis je chante depuis tout petit. J'ai commencé vraiment par l'instrument, j'ai appris le piano vers mes 6 ans. Et puis j'ai commencé à chantonner un petit peu au-dessus et arrivé en 6e au collège Albert Camus à Moulins, j'ai intégré une chorale et mon professeur de chorale m'a dit mais est-ce que tu voudrais pas chanter tout seul devant tout le monde? Et j'ai dit ok, et du coup j'ai chanté, je me rappelle, une chanson de Calogero qui s'appelle Si seulement je pouvais lui manquer au piano. Est-ce que tu pensais en faire ton métier? Non, à ce moment-là? C'était un rêve, c'était vraiment un rêve de se dire voilà, j'aimerais devenir chanteur professionnel, mais il y avait encore tellement d'étapes, tellement de temps. Donc j'ai fait mon collège, j'ai fait mon lycée et puis j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes qui m'ont bien encadré et pendant 5 ans j'ai appris mon métier. J'ai appris à composer, j'ai appris à écrire, j'ai appris à être sur scène, à être en studio et me voilà maintenant prêt à tout dévoiler. Et tu en dois beaucoup, j'imagine, au label avec qui tu as signé, le label de scène. Et depuis cette signature, les projets se multiplient, des singles, un premier EP en 2020, des collaborations aussi. On va peut-être parler de celle avec Kali, un chanteur français avec lequel tu signes un single, 80 jours. C'est ces rencontres finalement qui te poussent à aller de l'avant et qui te soutiennent et qui te motivent à faire ce que tu aimes, ta passion de la musique. Bien sûr, c'est un métier de transmission et j'aime apprendre au contact d'autres artistes. J'ai pu le faire avec Corson, qui est un chanteur aussi qui vient de Thionville, avec mon single Pour elle, et puis dernièrement avec Kali. C'est une rencontre vraiment
humaine d'abord. On s'est super bien entendu. Lui a vu mes projets, a aimé ce que je faisais. Et il m'a proposé, écoute, si tu as une musique, je veux bien écrire dessus. Donc on s'est rencontrés en studio. Ça s'est fait très naturellement, très simplement. Et on a sorti cette chanson 80 jours. Un petit peu, c'était à la fin du deuxième confinement. On avait envie de prendre un peu l'air, de voyager et de parler de sujets un petit peu plus légers. Alors, malheureusement, et on le sait tous, la crise sanitaire a un petit peu impacté la culture. Tu en as été forcément finalement le premier concerné. Plus de scène, ça a été compliqué, j'imagine, pour faire de la musique. Et il y a The Voice qui arrive. C'était le bon moment, c'était le moment qu'il fallait pour renouer contact avec son public. Oui, tout à fait. C'est vrai que The Voice, ça fait plusieurs années que j'y pensais, mais j'avais mes projets, j'avais mes scènes, j'avais du travail. Et puis cette crise sanitaire qui nous a immobilisés tous, toutes et tous, et aussi et surtout le domaine artistique où on ne peut plus aller sur scène, on ne peut plus rencontrer son public. Donc ce qui nous reste, c'est les réseaux sociaux, où j'essaie d'être actif. Et puis la seule scène qui a été ouverte en 2020, c'était The Voice, donc j'y suis allé. On parlait de cette communauté, de ces réseaux sociaux. C'est important quand on est artiste et qu'on veut se lancer d'être présent et d'être soutenu. C'est un soutien indéniable, non ? Bien sûr, parce que les premiers, on le fait pour soi, mais on le fait surtout pour le public. Moi, ce que j'aime, c'est le retour du public, voir les gens, voir leurs yeux, les rencontrer et voir que ce que je peux proposer, mes projets peuvent leur plaire. Et donc, c'est important de garder le contact et c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui à nous artistes, c'est de rencontrer notre public. On sent ce lien que tu as assez rapproché finalement avec ton public, ta communauté. Il est peut-être dû au fait que tu composes principalement en français, même si tu as des inspirations autres, tu écris majoritairement en français. Oui, je suis un grand fan de musique anglo-saxonne et américaine, donc j'aime bien prendre toutes mes inspirations musicales, en tout cas pour écrire mes mélodies, mes compositions. Mais même si j'adore chanter en anglais, j'aime surtout chanter en français pour pouvoir vraiment parler à mon public qui est majoritairement français, et c'est ma langue natale, et je trouve qu'il y a un lien particulier. J'arrive à avoir un lien particulier avec le public, avec ma langue natale. C'est compliqué de se projeter en 2022, en 7 ans, mais il va falloir le faire pour cette question. Qu'est-ce que tu nous réserves pour 2022 ? J'imagine plein de projets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tout simplement ? Ce qu'on peut me souhaiter tout d'abord, c'est que les scènes me permettent de re-rencontrer mon public. J'espère qu'on puisse tous se réunir encore une fois autour de la musique, que ce soit les festivals, les scènes, etc. Et puis moi, de mon côté, je me prépare, je travaille beaucoup dans l'ombre pour l'instant, sur des nouveaux morceaux, sur un potentiel album. Je travaille. On a hâte de suivre ça. Alors pour l'heure, on ne peut pas malheureusement te proposer une scène, mais on va te proposer une petite partie d'antenne pour nous faire un single. Ça sera lequel qu'on va pouvoir écouter dans un instant ? Ce sera avec grand plaisir, et je vais chanter Butterflies, qui est une chanson pour le coup que j'ai écrite en anglais, qui a été écrite par Paul McDonnell, un auteur anglais que j'ai rencontré. Pareil, c'était une belle rencontre. C'est une chanson qui parle d'amour et qui rassemble les Anglais et les Français autour d'une même expression qui est d'avoir les papillons dans le ventre quand on est amoureux. On va pouvoir te laisser l'antenne dans un instant. Le temps pour Merci moi beaucoup. de vous remercier. Camélia, Ophélie, Alexis, Alex, merci d'être venu en tout cas sur ce plateau. Vous pouvez voir et revoir dès à présent l'intégralité de l'émission sur notre site moselle.tv. On se retrouve comme d'habitude dans 15 jours, le mardi 8 février à 19h. On s'intéressera à l'orientation scolaire et à la réforme du baccalauréat. Émission donc spéciale à ne pas louper. Dans un instant, c'est Alex Roussio en live sur ce plateau de 100% jeunesse. À bientôt. Salut. You say I'm too much, but you made me who I am. Oh, I remember you smiling and said goodbye to half of me. You were laughing over coffee. I was falling head over heels, lost in that space where one look at your face and I let go of the wheel. I will bring you flowers, 'cause you give me butterflies, reasons to live, sunshine every day, that is what you give. Oh, I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterflies.
for your words. It's like they will turn the key. Everyone should feel love like this, like him to me. I was an island, everyone just sitting by. I needed you before I knew why. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, or sunshine every day that is far. You give, oh I know I was lost and now I know why.